visiter le amputédeguerre.ca. Sandrine Lambert est anthropologue. Elle est aussi doctorante à l'Université Laval. Elle vient nous voir régulièrement depuis le début de cette nouvelle saison de Québec Réveil pour une chronique intitulée Technopolitique. Sandrine s'intéresse particulièrement à la manière dont les technologies, quand on y recourt dans l'application des politiques publiques, par exemple, sont source parfois de discrimination ou d'inégalité. Et on a un beau cas de ça aujourd'hui, Sandrine. Tu nous parles d'un algorithme qui est utilisé par la Caisse nationale des allocations familiales en France. Je pense que c'est un peu notre aide sociale, en fait, oui, ce qu'on appelle l'aide exactement. sociale au Québec, oui, c'est ça? Absolument. Oui, donc c'est ça. En fait, peut-être juste avant de parler de ce cas précis, mais c'est le cas d'actualité qui m'a amené à parler des algorithmes prédictifs. Et peut-être revenir, parce qu'on entend parler partout des algorithmes, donc sur ce que c'est un algorithme. C'est plus simple que ce que ça en a l'air, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des données entrantes. Ensuite, étape par étape, il y a une suite d'instructions et ensuite des données sortantes. Alors, pour le dire autrement, quand on fait une recette de cuisine, par exemple, on prend des ingrédients, on suit la recette, ce sont les instructions et ça donne un gâteau. C'est ça un algorithme. Oui, moi j'avais plus un système digestif de données en tête. Oui, mais écoute, non, mais ça marche. Oui, ça transforme. Je me demandais pourquoi cette image-là t'était venue en premier. J'ai essayé de faire un lien, mais moi, écoute. J'ai mis la recette finalement, c'est vrai. Mais ça marche. On part à tous les bouts de la chaîne, effectivement, ouais. La recette et la digestion. Non, c'est bon, on a le fil. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un effet de transformation des données. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a des informations au départ, il y a des instructions ou voilà. Donc, mais par exemple, ça peut être si on regarde le temps à l'extérieur, on voit qu'il pleut, on voit qu'il fait froid. Bon, c'est pas trop le cas aujourd'hui, mais donc le résultat, c'est qu'on va mettre un imperméable et puis voilà quelque chose d'un peu chaud. Donc c'est ça en fait un algorithme. C'est à partir de données au départ, on arrive à une décision. Donc si on l'applique au domaine informatique. Donc là, c'est un programme qui s'applique à une machine. Donc on fait rentrer des données dans un ordinateur qui est très bête. Donc il faut parler son langage et lui va produire un résultat qu'on attend. Donc par exemple, si on a des capteurs, si on veut créer par exemple un programme d'arrosage automatique, on peut mettre un capteur dans la terre qui va sonder l'humidité et puis ça va nous dire c'est trop sec. Hop, on déclenche. C'est le temps de faire pleuvoir. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors ce dont on parle aujourd'hui, c'est des algorithmes prédictifs. Donc c'est-à-dire c'est la boule de cristal. Ouais. En fait, c'est un peu vu comme ça et c'est pour ça que c'est effrayant. Puis ça fait le lien avec ce dont je parlais un peu avant, dans une autre chronique sur la magie, parce que quand on comprend pas trop comment ça marche, on a cette impression de magie. Donc les algorithmes de prédiction, peut-être pour le comprendre plus facilement, on a déjà des algorithmes de recommandation avec Netflix, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Mais quand on dit, si vous avez aimé ce film, vous pourriez aimer telle autre comédie romantique. Je donne un exemple au hasard, par exemple. Donc ça donne une idée aussi. Donc ça prend beaucoup de données au départ, c'est-à-dire on a visionné tant de films, et donc l'algorithme, qui est une puissance de calcul établie par quelqu'un, va nous amener à dire, vous pouvez aussi aimer ça. C'est pareil, c'est à magasiner des chemises. Notre avis. Alors moi, j'utilise Apple Music pour la musique. Oui. On me demande de commenter ce qu'on me fait écouter. On veut que je mette un cœur. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de ces infos-là pour pouvoir me faire des recommandations. C'est ça. On va te sonder en profondeur jusqu'à ton système digestif, probablement. Non, mais c'est vrai que c'est la même chose avec, par exemple, les montres connectées qui vont chercher à savoir à quel point on est en forme, n'est-ce pas? À quel point on fait de l'activité physique et voilà. Donc en fait, c'est très très utile, par exemple, dans le domaine médical, parce qu'effectivement, si on va chercher à savoir, par exemple, tes antécédents médicaux, est-ce que ta grand-mère faisait du cholestérol? Est-ce que, justement, est-ce qu'il y a une bonne hygiène de vie dans ta famille, beaucoup? Est-ce que tu as une bonne hygiène de vie? Est-ce que tu fumes? Est-ce que des choses comme ça, pour être capable de prévoir en amont des possibles cancers à différents endroits. Donc c'est fascinant dans ce domaine-là. Ça peut être plus compliqué quand on l'applique à la société, en fait, au monde social. Et c'est un peu ça qui se passe, en fait. Bon, mais même dans la santé, en fait, si on y réfléchit, ça peut devenir compliqué si, par exemple, au moment où quelqu'un va être hospitalisé, l'assurance qui a déjà collecté toutes ces données sur toi, en fait, va dire, on va pas rembourser parce que tout ce qu'on sait sur ton mode de vie, en fait, peut aller t'amener là de toute façon. Donc c'est compliqué, c'est quand même une forme de restriction de liberté. Mais on comprend qu'il faut accumuler beaucoup de données,
Mais même appliqué au domaine médical, finalement, c'est ça, les assurances peuvent dire, ben non, en fait, t'as pas suivi, enfin voilà, t'étais un cas à risque et donc on augmente on augmente tes cotisations, on te rembourse pas. Puis on a ça au Québec avec l'assurance automobile aussi qui, pour ton bien, va dire que si tu conduis bien, bien sûr. on va réduire la cotisation de ton assurance, mais c'est pas seulement pour faire le bien, en fait. C'est aussi pour, c'est aussi des données. Ils poussent très fort pour qu'on utilise leurs applications pendant un certain temps. Ils nous proposent ça comme si c'était quelque chose d'un peu magique, là, tu sais. Allume l'application quand tu prends le volant. Nous, on va voir à la vitesse à laquelle tu roules, si tu respectes bien les feux de circulation, la façon dont tu ralentis aux intersections. Puis, si on trouve que ta conduite est admirable, on va t'offrir un rabais sur ta... Mais tout ça, c'est toujours une façon pour eux de récolter des données sur les... Oui. Donc, effectivement, c'est bien que tu racontes ça parce que j'avais pas le détail. Donc, mais effectivement, oui, c'est plein d'incitatifs. Tu conduis pas, hein? C'est pour ça qu'on dit... Je conduis, mais Communauto. Donc, ta compagnie d'assurance, t'as jamais... Non, mais j'utilise Communauto. Et les transports en commun, mais Communauto, du coup, j'ai pas... Non, c'est pas moi qui paye l'assurance pour l'autopartage. Okay. Ouais, c'est ça. Mais si je conduis... Mais lui, c'est de quoi je parle. Continue, Sandrine. Oui, très bien, merci Philippe. Donc, j'ai presque perdu le fil. Non, c'est pas vrai. Donc, je reviens encore une fois à l'application dans la société. Donc, il y a une mathématicienne qui s'appelle Cathy O'Neill, qui a fait un bouquin génial qui s'appelle, alors en français, c'est Algorithme, la bombe à retardement. Donc, elle a beaucoup travaillé justement dans ce monde-là, parce que c'est des débouchés intéressants pour les mathématiciens d'aller dans ce monde-là des algorithmes. Elle a pu démontrer que c'était utilisé, ces algorithmes prédictifs, dans le monde de l'assurance, dans la publicité, dans l'éducation, dans la police. Ce qu'elle a remarqué, c'est que c'était des décisions qui nuisaient souvent aux plus pauvres, qui allaient amplifier les inégalités. Puis elle n'est pas la seule à le dire. Il y a aussi Virginia Eubanks qui a écrit un livre qui s'appelle Automating Inequality, donc l'automatisation des inégalités, pour montrer à quel point les biais qu'on a en fait déjà dans la société, qui peuvent être des biais de genre, de racisme, de préjugés de ce type-là, sont amplifiés dans ces mécanismes-là. Donc ça peut être extrêmement nuisible. Si on prend par exemple à nouveau un autre exemple, mais un étudiant, surtout dans les pays où ça coûte très cher, qui veut faire des études, il va y avoir un algorithme de prédictif qui va essayer de savoir est-ce qu'il a une capacité de rembourser pour qu'on puisse lui prêter ça. Ah ouais, quand même. Ben ouais. Et donc peut-être juste avec son code postal qui va l'identifier à un quartier où majoritairement les gens vont pas nécessairement vivre dans une certaine pauvreté, il n'aura pas cet accès à un prêt pour faire ses études. Donc on voit à quel point ça peut entraîner une spirale de pauvreté. Il n'aura pas, en fait, jamais l'occasion de sortir de ça. Ben non, c'est ça. Donc ça, c'est compliqué. Quand on imagine la police prédictive, c'est pas beaucoup mieux. Puis ça a déjà été beaucoup mis en place, notamment avec les systèmes de surveillance dont j'avais un peu parlé, mais il y a eu aux Pays-Bas, en fait, un système qui a essayé de repérer les futurs délinquants parmi les mineurs. C'est effrayant quand même, hein. Ça veut dire on te condamne avant même que tu aies pu finalement utiliser ton libre arbitre pour mener ta vie, c'est ça? Oui, exact. Ouais. Puis aux États-Unis, j'ose à peine prononcer ce mot-là aujourd'hui, mais donc il y a eu un algorithme qui a aussi essayé et qui est toujours en place de prédire les risques de récidive parmi les détenus. Donc même chose en fait, si jamais, parce qu'il y a des critères spécifiques qui sont rentrés. Donc si tu es racisé, etc., les risques de récidive sont plus grands. Donc c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir à ce moment-là. Et puis là, on parle d'endroits qui nous semblent lointains dans la manière de faire société. Mais en fait, au Québec, il y a des centres de services scolaires aussi qui ont mis ça en place pour essayer de détecter les risques d'échecs scolaires, de décrochage. T'avais entendu parler de ça? Non. Ok. Non, donc il y a deux. c'est ça. Ok. C'est vrai que t'es moins naïf que moi. Des vertus probablement, j'imagine. Bien sûr. Si on demandait à ces centres de services scolaires-là de nous expliquer pourquoi ils utilisent ça, ils nous disaient c'est une bonne chose, en fait. Ça nous permet d'agir en amont, puis tout ça. Oui, c'est ça, de mettre les bons élèves ensemble, les moins bons ensemble, et puis de leur fournir d'excellence. Ça dépend comment on le voit, effectivement. Peut-être toi et moi, on va partager cet avis-là, c'est possible, mais ça dépend parce qu'on peut dire aussi on va pouvoir donner un meilleur service aux futurs décrocheurs. Je pense que ça stigmatise et puis t'as plus de mixage, de mixité, que ça soit social, scolaire et tout ça. Donc souvent, il y a des enjeux de respect de la vie privée, de surveillance généralisée, mais les principales critiques de ces algorithmes prédictifs, c'est aussi l'opacité, parce qu'on
sait pas comment ça fonctionne tant que ça. La discrimination, puis le fait que ça soit difficile à contester. Puis effectivement, tu en parlais tout à l'heure, le cas qui m'a fait vouloir parler de ce sujet-là, c'est donc effectivement la Caisse nationale des allocations familiales en France. Donc oui, c'est l'équivalent de l'aide sociale ici. C'est peut-être un peu plus large parce que, tu vois, par exemple, quand j'étais étudiante en France, j'ai pu avoir une aide au logement, tu vois, au logement étudiant, des choses comme ça. Donc ça va plus large. Peut-être ça couvre un peu plus de monde, les familles nombreuses ou voilà. Donc c'est pas seulement sans emploi ou en difficulté, ça peut toucher quelqu'un qui est veuf. Enfin, c'est un peu plus large, plus large, mais c'est quand même le même principe. Et en fait, ce qui a été révélé, ce qu'on a appris là, à la mi-octobre, c'est que plusieurs associations de défense des droits civils et droits humains se sont mis ensemble pour faire un recours au Conseil d'État pour dénoncer l'utilisation d'un algorithme de justice prédictive par la Caisse nationale d'allocations familiales. Donc, ce qu'ils ont appris, c'est qu'en fait, cette caisse d'allocation familiale, depuis 2010, fait que moi, je pensais que ça pouvait être des choses très récentes, mais ça date quand même vraiment. Sûr, ils ont mis en place ce système-là et pour lutter contre la fraude. Alors, c'est pareil, est-ce que c'est vertueux ou pas? Tout dépend où on place la ligne. Mais, oui, tu voulais? Parce que comme ici au Québec, ils ont des agents qui font des vérifications, des fois auprès de prestataires, pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de fraude. Et là où on s'imaginerait qu'ils choisissent les familles où ils vont faire des vérifs de façon un peu aléatoire, ce qu'on comprend avec cet algorithme-là, c'est que non, en fait. Il n'y a plus rien d'aléatoire. Il n'y a plus rien d'aléatoire, non, ça va plus loin que ça. En fait, il y a un système de score qui est attribué. Alors là, on pense à la Chine quand même avec son crédit social, ses scores. Donc, là, c'est un peu la même chose. Ils identifient donc des familles où ils vont aller faire des vérifications et c'est basé sur des trucs... écoute, je les ai là, en fait, les critères, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, les critères à risque utilisés par l'algorithme, donc c'est disposer de faibles revenus. Déjà, c'est redoutable. Être au chômage. Allez hop, c'est pas la double peine, c'est la quadruple peine. Habiter dans un quartier défavorisé, entre guillemets, mais les guillemets dans un algorithme, ça n'existe pas. Et percevoir l'allocation adulte handicapé aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des critères qui te rendent plus susceptible de recevoir la visite donc tu vas de contrôleur. Oui, donc ça veut dire que les contrôles sont plus fréquents et puis il faut imaginer que les contrôles sont extrêmement intrusifs en fait pour les familles parce qu'on brasse beaucoup de choses, on va interroger les voisins, donc c'est quand même très très violent. Stigmatisant. Puis, stigmatisant, donc en fait c'est un ciblage effectivement déjà d'un service public, c'est quand même fort. Et puis ensuite, il va y avoir un problème entre l'idée d'erreur ou de fraude. La fraude, on est d'accord, il faut une intention de frauder, sinon ça reste une erreur. Un algorithme ne peut pas déceler une intention de frauder. Ça. Donc, ça rend tout le monde potentiellement plus coupable. Et puis l'autre chose que je veux dire aussi en lien avec technopolitique, c'est qu'en fait, c'est vraiment la traduction de choix politiques, là, très clairement de décisions politiques qui sont, on va dire, enchâssées, prises dans cette traduite dans l'algorithme, en fait. Parce qu'on pourrait essayer de faire la même chose pour l'évasion fiscale, mais j'en ai pas entendu parler. Je sais pas toi, mais non plus. C'est ça. Mais donc voilà. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pour la première fois un recours qui a été fait auprès du Conseil d'État avec 14 associations de droit civil qui ont été capables aussi de récupérer le code source pour comprendre ce qu'il y avait derrière. Donc ça nous permet déjà d'en savoir plus. Elles sont mobilisées, puis on comprend que c'est vraiment un enjeu de droits humains. On va te laisser partir, Sandrine, mais d'abord, je veux te féliciter. D'abord, tu as déposé ta thèse de doctorat hier. Oui, merci beaucoup. Bravo, grand accomplissement dans la vie d'une humaine. C'est quoi le titre de ta thèse? Ouais, c'est les potentialités sociopolitiques de la participation dans les makerspaces à Barcelone. Oui. Donc, c'est les espaces de fabrication numérique à Barcelone. Je te propose de venir nous en parler dans une autre chronique, de venir nous expliquer ce que tu racontes là-dedans. Ça va me faire très plaisir. Et là, on va te laisser partir parce que tu prends l'autobus bientôt. Exact. Merci beaucoup. Sandrine. Toujours un plaisir. Dans 2 semaines, on se revoit et tu seras encore une fois accompagné, comme il y a 2 semaines. De Martin, puis on va parler de Mars et de la conquête spatiale. Oui, voilà. Ouais, on va prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Oui. Bye bye. Bye.